Le plus décolle. Qui a donc inventé le Dynamic Island? Aussi pour le Max. Touch ID sur la Touch. AR toutes. Lundi 3 octobre 2022. François Le Truédic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 248. Bonjour à tous. Il arrive vendredi et l'intérêt pour l'iPhone 14 Plus pourrait bien être enfin en train de décoller. Alors rappelons qu'il partage le même grand écran de 6,7 pouces que l'iPhone 14 Pro Max, avec beaucoup d'innovations en moins. Il est aussi 310 € moins cher en France dans sa version de base. Si vous commandez à l'instant, la livraison n'aura pas lieu avant le 11 octobre et le 13 octobre au plus tard, autrement dit, entre 4 et 6 jours après la sortie du 7 octobre. C'est la première fois, François, que les délais commencent à augmenter, partout sauf aux États-Unis, mais c'est un début. Oui, alors c'est vrai que les premières tendances sont quand même assez pessimistes par rapport aux ventes de cet iPhone 14. C'est pas très surprenant parce que je pense que la vraie grosse nouveauté, c'est le fameux 14 Plus. Moi je me souviens à l'époque j'avais acheté un 7 Plus, je sais pas si tu t'en souviens, et c'est vrai que c'était un format de téléphone qui était plutôt sympa, qui avait des petits avantages, et puis ce grand écran, je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de gens qui ont envie d'un grand écran. On l'a vu avec le relatif flop quand même du modèle mini, du 12 et du 13, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont sans doute attendu la nouveauté, c'est-à-dire ce 14 Plus. Même si au final, on le rappelle, les composants sont quand même pas de première jeunesse, on est quand même sur un processeur qui ressemble énormément à l'iPhone 13, donc la petite déception elle est de ce côté-là, et c'est vrai qu'historiquement, le modèle Plus, donc que ce soit le 6, 6S, 7 ou même 8, gardait des petits avantages du côté des capteurs photo ou autres, et là en l'occurrence, il n'y aura pas de différence entre le 14 de taille normale et le 14 Plus en dehors de ce grand écran, donc on va voir ce que ça donne, mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que le délai de livraison ne s'est pas rallongé plus que ça. À voir dans les semaines à venir, mais je t'avoue que j'ai hâte de l'avoir en main. J'ai eu l'occasion d'avoir un 11 Plus, un 11 Pro Max à l'époque. C'est vrai que c'est un format qui est sympa, mais je trouve quand même un peu pelle à tarte et c'est un peu gros dans la poche. Là actuellement j'ai un 13 mini et je t'avoue que je prends plaisir à pouvoir utiliser mon téléphone à une seule main. Le Dynamic Island est le fruit d'une réflexion sur plusieurs années et personne n'en revendique vraiment la paternité chez Apple. C'est Alan Dye, le vice-président du design des interfaces, qui l'explique dans une interview conjointe avec Craig Federighi pour le magazine japonais Axis. Il explique que le moment clé fut celui où l'équipe a pris conscience que l'îlot n'avait aucune raison de se limiter à la zone de notification. Federighi lui parle d'une nouvelle identité presque vivante pour l'iPhone. C'est vrai que symboliquement, c'est la grande nouveauté de cette gamme. Ouais, encore quand tu dis symboliquement, c'est la grande nouveauté de cette gamme. Du côté photo, il y a eu quelques évolutions, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Je pense qu'heureusement qu'il y a ce Dynamic Island sur le modèle Pro, parce que sinon, les iPhone 14 auraient vraiment été une grosse déception. La gamme classique est une déception, il y a quand même peu d'évolution. Et sur la gamme Pro, c'est vraiment cet élément-là qui fait envie. Je suis pas passé sur le modèle 14 Pro. J'ai envie de dire encore, parce que tu sais très bien qu'il y aura bien un jour, je me laisserai tenter, hein, tu me connais. Mais c'est vrai, quand on voit toutes les déclinaisons sur les notifications, ça a été fait de manière très ingénieuse de la part d'Apple. Et c'est vrai que je pense que ça va être la nouvelle identité de cet iPhone. C'est vrai là jusqu'à maintenant c'était quand même la notch qui était un peu le symbole des iPhones. Après Touch ID, hein. C'est vrai que visuellement sur les smartphones c'était Touch ID. Après ça a été la notch et puis maintenant ce sera cette fameuse pilule qui est plutôt sympa. Et on voit surtout en lisant l'interview que ça a été quelque chose qui a pris un peu de temps à maturer. Nous vous en parlions vendredi, la transparence adaptive qui filtre les bruits majeurs comme une alarme ou un marteau-piqueur est arrivée sur les premiers AirPods Pro grâce à la 3e version bêta d'iOS 16.1 et la nouvelle du jour, c'est qu'elle profite aussi aux AirPods Max à la 2e condition d'utiliser le même firmware bêta, à savoir le 5A304A. Et donc, il ne manque plus à la liste que les Beats Fit Pro, François, qui sont également équipés de la puce H1. Oui, je pense que les possesseurs de ce modèle-là vont être heureux de pouvoir l'utiliser. Moi, il faut que je fasse la mise à jour de mes AirPods Pro. Si ça se trouve, ça a été fait tout seul et j'ai même pas vu. Mais c'est là où on voit aussi toute la puissance d'Apple et le fait de maîtriser à la fois le hardware et le software. On le répète depuis des années, enfin depuis l'origine d'iWeek, je pense. Mais de s'imaginer à quel point l'intelligence artificielle est capable de filtrer ce genre de choses, c'est quand même assez énorme. Et si on nous avait dit ça il y a ne serait-ce que 10 ans, je pense qu'on aurait tous été surpris.
de se dire qu'aujourd'hui, maintenant, il y a quand même de l'intelligence artificielle qui est capable de détecter quel type de signal c'est et potentiellement le laisser passer à travers. Enfin, je trouve ça assez délirant. Face ID est là pour un moment et le retour de Touch ID n'est pas prévu. Tant pis pour les nostalgiques de l'empreinte digitale. Selon Mark Gurman dans sa newsletter dominicale Power On, Apple a testé plusieurs variantes de Touch ID, notamment en le plaçant sur le bouton d'allumage de l'iPhone, comme sur l'iPad Air, et sous l'écran, une technologie plus délicate et plus chère, mais ces pistes n'auraient pas été retenues, François. Oui, c'est pas très surprenant. Honnêtement, est-ce que Touch ID te manque ? Non, mais c'est vrai qu'avec la pandémie notamment et les masques, on a un peu atteint les limites de Face ID. Donc, beaucoup de smartphones Android font les deux, en fait. Ouais, je trouve que c'est peut-être aussi parce que j'ai une Apple Watch au bras, sans doute, où maintenant Apple a quand même implémenté le Face ID avec le masque. Alors évidemment, ça enlève une petite couche de sécurité. C'est toujours plus embêtant parce qu'évidemment, après le regard est différent. Tout le monde ne peut pas avoir ton regard de braise, Benjamin. Mais ça me manque pas, moi, et j'ai pris l'habitude de Face ID. C'est vrai que quand j'utilise mon petit iPad mini, c'est vrai que il faut prendre le réflexe. Des fois, ça m'arrive souvent de slider vers le haut et il réclame le doigt. Et c'est vrai que je me dis, ah oui, mince, je l'ai pas déverrouillé, je suis pas sur mon iPhone. C'est vrai que je trouve que Face ID, c'est une techno qui est assez intéressante. Et entre avoir Touch ID sur l'écran et un iPhone plus cher et ne pas l'avoir du tout, je trouve que l'iPhone est déjà assez cher comme ça. Donc, si on peut éviter de rajouter 100 ou $200 de plus, c'est toujours ça de prix. Le métavers, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. Il y a une place pour cette technologie, mais vous ne voulez pas avoir un casque vissé sur la tête toute votre vie. C'est Tim Cook qui le disait hier dimanche dans le journal du dimanche en France. Interview réalisée jeudi dernier à Naples en Italie avec le CEO d'Apple. Des propos complétés cette fois dans le magazine Bright, j'ouvre les guillemets. La réalité virtuelle se limite à des moments bien précis. Je ne crois pas que vous ayez envie d'y passer toute votre vie. Ce n'est pas un bon moyen de communication et donc je ne suis pas contre, mais c'est la vision que j'en ai. Une manière supplémentaire de dire que la réalité virtuelle n'intéresse pas Tim Cook et aussi de dire sa nette préférence pour des lunettes et pas pour un casque fermé. Alors François, pourquoi pas une annonce directe des Apple Glass en janvier plutôt qu'un casque qui ne serait peut-être qu'un outil de développement? Ah, c'est notre marronnier à nous. C'est pas de mettre un col roulé ou de mettre son chauffage à 19. Je sais, honnêtement, je trouve qu'on a fait le tour. J'ai presque envie de te dire maintenant, on le veut et c'est tout, quoi. Parce que ça fait des mois qu'on en parle, qu'on dit casque, lunettes. Apple a l'air quand même d'être plus parti pour des lunettes, pour faire de la réalité augmentée plutôt que de la réalité virtuelle pure. Honnêtement, je serais tenté de te dire, j'espère qu'Apple passera directement aux Apple Glasses. Mais le problème, c'est qu'est-ce que la techno va vraiment être prête? Donc, effectivement, je pense que le casque de réalité virtuelle, ce sera une passerelle vers autre chose. Comme tu le dis, peut-être juste du développement. Mais clairement, la finalité pour Apple, c'est des lunettes, quoi. Enfin, ça paraît évident. Et on verra, mais sans doute que le futur des notifications et du téléphone passera par là aussi. Mais il faudra voir, du coup, est-ce que on continuera à avoir des Apple Watch au bras? Est-ce qu'on continuera à avoir un iPhone dans la poche? C'est tout cet écosystème qui me paraît intéressant et on a de quoi en parler pendant encore quelques mois, quelques années avant que ça se produise sans doute réellement. Mais bon, c'est bien, ça nous permet de faire des actus dessus régulièrement quand il n'y a pas grand-chose à dire. C'est le côté positif. Il y a toujours une ou deux petites phrases qu'on peut extrapoler et partir là-dessus. Mais ouais, non, moi j'attends avec impatience. J'ai des lunettes sur le nez à l'image de ce que je vis au quotidien tout le temps. Et c'est vrai qu'avoir mes notifications, ça peut avoir un petit côté sympa. La quotidienne iWeek revient demain.